45e lettre de Sénèque à Lucilius. Il y a là-bas 10 êtes de livres et tu t'en plains. Mais ce n'est pas le nombre de livres, c'est leur qualité qui importe. La lecture à programme défini profite, diversifiée, elle n'est qu'un amusement. Que celui qui veut arriver au terme qu'il se propose suive un seul chemin, au lieu de se promener de l'un à l'autre. Ce que tu fais n'est pas voyager, mais vagabonder. Merci du conseil, dis-tu. J'aimerais mieux des livres. Pour ma part, je suis prêt à expédier ma bibliothèque, à fouiller tout mon grenier. C'est moi-même, si je le pouvais, que je transférerais là-bas. Oui, n'était l'espoir que tu obtiendras de bonne heure un congé définitif, j'aurais imposé à ma vieillesse s'être équipée, et Charybde, Scylla, ton détroit fabuleux, ne m'eussent pas fait peur. J'aurais traversé, j'aurais passé même à la nage, pourvu qu'il me fût donné de t'embrasser et d'évaluer en personne tout le développement de ton âme. Autre chose. Tu désires que te soient envoyés mes livres. Je ne m'estime pas pour cela écrivain de talent, pas plus que je ne m'estimerais beau si tu demandais mon portrait. Il y a là, je le sais, complaisance de ta part, non jugement réfléchi, et si ton jugement y est toutefois pour quelque chose, c'est que ta complaisance t'en a imposé. Quel qu'il soit, lis ces ouvrages dans la pensée que j'en suis encore à chercher la vérité, ne l'ayant pas trouvée, et que je la cherche obstinément. Je ne me suis aliéné à personne. Je ne porte le nom d'aucun patron. Je prête foi dans une large mesure au jugement de nos grands hommes. Pour le mien aussi, je revendique quelques droits. C'est que ces grands hommes même nous ont laissé non des vérités trouvées, mais des vérités à chercher. Et peut-être auraient-ils trouvé les solutions nécessaires s'ils n'avaient aussi cherché les superflus. Les chicanes de mots leur ont ravi beaucoup de leur temps. Les captieuses controverses qui ne mettent en jeu qu'une stérile subtilité. Nous tressons le nœud d'un raisonnement, nous enlaçons l'équivoque dans la trame des mots, ensuite nous la démêlons. Avons-nous donc du temps de reste? Savons-nous dès maintenant comment vivre et comment mourir? De toute la force de son esprit, il faut tendre vers cette science. Et l'on doit pour lors aviser, à n'être point dupe des choses, non des mots. Que me font ces distinctions de quasi-synonymes, dont, en dehors des disputes d'école, personne ne s'est jamais embarrassé? Les choses nous abusent. Tâche de voir clair dans les choses. Au lieu du bien, on embrasse le mal. Nos souhaits contredisent d'anciens souhaits. Entre nos vœux, entre nos desseins, il y a lutte. Comme la flatterie ressemble à l'amitié. Elle ne la contrefait pas seulement, elle la supplante et la dépasse. Les oreilles complaisamment ouvertes lui donnent entrée, et la voilà qui pénètre tout au fond du cœur, accréditée par cela même qui fait sa nuisance. Devant cette analogie, enseigne-moi la façon de distinguer une chose d'avec l'autre. J'ai vu venir à moi, se donnant pour un ennemi caressant. Les vices, sous des noms de vertu, s'insinuent auprès de nous. La témérité se dissimule sous les dehors du courage. On appelle modération la lâcheté. On prend le timide pour un esprit prudent. C'est en pareille matière qu'il y a grand péril à se tromper. Mais sur ces choses des étiquettes précises. Au surplus, l'homme à qui on demande « As-tu des cornes ?» n'est pas si sot que de se tâter le front, ni d'autre part assez inepte ou obtus pour que ton argumentation très subtile l'oblige à admettre qu'il n'en sait rien. Ces pauvres finesses abusent l'esprit, mais innocemment, comme les gobelets et les dés du prestidigitateur, qui ne m'intéressent que pour l'habileté du tour de main. Dévoile-moi le secret du jeu, adieu l'amusement.
Je dis la même chose des attrapes pour désigner les sophismes. Je ne saurais trouver de meilleur équivalent. On ne perd rien à les ignorer, on ne gagne rien à les savoir. Si tu veux à toute force résoudre des équivoques, enseigne-nous que l'homme heureux n'est pas, comme on l'entend communément, celui chez qui l'argent abonde, mais celui-là qui a tout son bien renfermé en son âme, celui qui, fier et magnanime, foule aux pieds ce qu'admire le vulgaire, ne voit personne avec qui il voudrait avoir changé de sort, n'estime dans l'homme que les qualités qui font essentiellement l'homme, se met à l'école de la nature, s'ordonnant selon ses lois, vivant comme elle l'a prescrit, et ne laisse aucune force lui ravir les biens qui lui sont propres, mais tourne les maux dans le sens du bien, assuré en son jugement, inébranlable, intrépide, tel que, si quelque force peut l'émouvoir, aucune ne saurait le déconcerter, capable, lorsque la fortune brandit contre lui de toute sa vigueur son arme la plus dangereuse, de recevoir d'elle piqûre, mais non blessure. Accident rare du reste, car les traits ordinaires de la fortune sous lesquels succombe le genre humain sont pour lui comme la grêle sautillante qui frappe un toit sans le moindre inconvénient pour qui habite en dessous, crépite et puis fond. Pourquoi me retiens-tu sur cet argument que toi-même nommes le menteur, et qui a fourni matière à une telle masse de livres? Toute la vie ne fait, pour moi, que mentir. Confonds-la, démonstrateur subtil, ramène-la au vrai. Elle proclame nécessaire ce qui pour une large part n'est que superflu, et le reste même, sans être superflu, n'est pas du poids qu'il faudrait pour garantir l'aise et le bonheur. En effet, n'est pas de prime abord un bien, ce qui se trouve chose nécessaire. Où l'on prostitue ce nom de bien, si on l'attribue au pain, à la polente, à toutes les choses qui conditionnent le train de vie. Ce qui est bien est dans tous les cas nécessaire. Ce qui est nécessaire n'est pas dans tous les cas un bien, puisque, à vrai dire, certaines choses nécessaires sont en même temps de l'espèce la plus basse. Personne n'ignore la dignité du bien au point de le ravaler à ce qui est d'utilité journalière. Et quoi? L'objet où tu reporteras de préférence tes soins ne sera-t-il pas de nous montrer que la quête du superflu entraîne toujours une grande dépense de temps, et que bon nombre d'hommes ont traversé la vie en se cherchant partout des moyens de vivre? Passe en revue les individus, considère la collectivité. Pas un qui, pour vivre, n'ait l'œil fixé sur le lendemain. Quel mal a cela, demandes-tu? Mais un mal immense. On ne vit pas, on se dispose à vivre, on ajourne tout, même plein de vigilance, la vie nous devancerait encore. De fait, comme nous balançons, elle passe comme chose qui nous serait étrangère. Si le dernier jour la termine, chaque jour, il s'en perd. Mais, pour ne pas outrepasser la juste étendue d'une lettre qui ne doit pas emplir la main gauche du lecteur, je sursoirai au procès des dialecticiens, trop subtils gens qui de l'accessoire font leur tout.